Rwanda a des velléités expansionnistes en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour les M23, c'est un groupe qui représente une communauté congolaise rwandophone, en particulier Tutsi, qui a été marginalisée, persécutée pendant plusieurs années et qui sont maintenant sur la table de négociation avec le gouvernement congolais. Et on espère qu'ils vont aboutir à un accord de paix. M23 are not Rwandans. These are Congolese. Et pourtant, dès l'ouverture, les mots prononcés par le ministre rwandais réveillent nos soupçons. Ces affirmations sur le rôle des FDLR, sur l'absence de soldats rwandais en RDC, sur la nature purement humanitaire de son implication, demandent à être déconstruites. Il ne suffit pas de saluer l'aide annoncée. Il faut regarder l'arrière-plan, le contexte historique, les motivations réelles et les conséquences concrètes. Quand M. Nduhungirehe défend la position rwandaise en affirmant que le Rwanda a ouvert ses frontières, a accueilli des réfugiés congolais, qu'il ne soutient pas le mouvement du 23 mars, M23, ou que les 80 000 réfugiés congolais au Rwanda posent un problème lié à leur nationalité, il joue habilement sur deux registres. Humanitaire dans la région. On a ouvert nos frontières lors de la bataille de Goma pour accueillir des milliers de réfugiés, même des soldats congolais et des mercenaires européens. Et donc on contribue, on continue d'apporter notre pierre à l'édifice pour que la situation humanitaire soit améliorée. Celui de l'humanitaire, très sensible, et celui de la victimisation historique du Rwanda, tout en esquivant ou minimisant les accusations qui fondent la détérioration actuelle de la situation. Il affirme notamment que le prétexte des FDLR justifierait l'intervention rwandaise dans l'Est congolais. Or, ce prétexte, nous le prouverons, est tout sauf intangible. Il sert davantage de couverture à des objectifs géostratégiques que d'explications incontestables. Dès lors, accepter la parole rwandaise sans critique, c'est participer à l'illusion que la paix peut se bâtir sans vérité. Il faut commencer par le contexte. L'Est de la RDC, et plus précisément les zones du Nord Kivu et du Sud Kivu, ne sont pas un théâtre nouveau. Ils sont, depuis les années 1990, l'épicentre de l'une des crises les plus structurées du continent. Les contradictions ethniques, les mouvements de population, les flux de réfugiés, les guerres régionales, celles des Kivu, l'éclatement en 1996 à 1997, la Deuxième Guerre du Congo, etc., ont donné naissance à des dynamiques complexes où les ressources, minerais, forêts, eau, croisent les jeux sécuritaires et géopolitiques. Les FDLR, nés dans la foulée du génocide rwandais de 1994, trouvent refuge dans l'Est congolais. L'Organisation des Nations Unies et d'autres relèvent depuis longtemps leur présence active. Leur rôle dans l'instabilité locale est réel. Mais ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas seulement de traquer les FDLR. Il s'agit aussi de s'interroger. Qui les protège? Qui les finance? Qui les tolère? Et pourquoi le territoire qu'ils occupent reste-t-il un espace d'impunité? Or, ce point crucial est contourné dans les propos rwandais. Quand Nduhungirehe affirme que cette menace, la FDLR, est le point de départ de l'intervention rwandaise, il omet les liens entre l'appui congolais présumé à ces groupes et la logique de contrepoids rwandaise. Plus encore, il laisse entendre que ces forces n'interviennent pas en RDC, que tout se passe à la frontière ou dans nos opérations défensives.
Monsieur le ministre, votre pays est accusé de soutien vis-à-vis du groupe du M23. Certains rapports, notamment de l'ONU, disent que ce groupe armé est appuyé par des soldats rwandais. Est-ce que vous confirmez ce soir que des soldats rwandais opèrent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC? Non, on a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi dans un cadre de discours belliqueux qu'il a fait contre le Rwanda. Vous vous rappelez quand il a dit qu'il va renverser le gouvernement rwandais, qu'il va bombarder Kigali. Donc, c'est cela nos mesures défensives. Ces affirmations ne tiennent pas au regard des rapports d'experts internationaux qui estiment que le groupe M23 dispose d'un soutien militaire rwandais direct et qu'il s'est emparé de Goma début 2025 grâce à cet appui. Un récent rapport rappelle que cette offensive est la plus forte escalade depuis 2012. Lorsque votre interlocuteur nie la présence de soldats rwandais, quand il qualifie les rapports de l'ONU de fallacieux, comme il l'a fait, on ne peut se contenter d'acquiescer. On doit questionner le récit. Le monde point faire plus sain. En effet, l'accord de paix signé à Washington le 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda prévoit explicitement le retrait des troupes rwandaises et la neutralisation des groupes armés non étatiques dans l'est de la RDC. State Department +1. Si le Rwanda était réellement absent du sol congolais, ce retrait ne serait pas au cœur de l'accord. Et pourtant, depuis, l'application stagne et l'opacité persiste. Le ministre Nduhungirehe évoque de son côté des conditions encore non remplies côté congolais, citant l'incapacité à recevoir les réfugiés rwandophones ou des provocations par les microgroupes au sein de la RDC. Son récit renverse la charge de la preuve. C'est Kinshasa qui dysfonctionnerait. Or, ce récit ne tient pas face aux faits sur le terrain. Contrôle territorial, flux logistique, armement sophistiqué de M23, drones, bombardements, tout indique une implication rwandaise beaucoup plus directe. Prenons l'exemple des bombardements récurrents de l'armée congolaise contre les positions de M23, évoqués par M. Nduhungirehe. De monter des discours de haine. Et ils utilisent des avions de chasse et des drones d'attaque, ce qui est en violation du cessez-le-feu qu'on a signé. Il les brandit pour justifier que l'exigence sécuritaire du Rwanda n'est pas satisfaite. Il oublie pourtant de préciser que la présence militaire rwandaise dans la zone facilite les manœuvres du M23, que les lignes de ravitaillement longent la frontière rwandaise et que de nombreux témoins ont vu des soldats rwandais combattre aux côtés du M23. Refuser d'enregistrer ces faits, c'est privilégier une narration défensive plutôt qu'un travail d'apaisement et de transparence. Nduhungirehe défend également l'idée que le retour des réfugiés congolais rwandophones constitue un obstacle principal à la paix. Il évoque un grand remplacement, terme lourd qu'il attribue à la rhétorique de Kinshasa. Il ne semble pas être prêt à recevoir les 80 000 réfugiés congolais au Rwanda. C'est un obstacle selon vous? C'est un obstacle puisqu'ils doutent de leur nationalité. Ils disent qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit de véritables Congolais. C'est la théorie du grand remplacement du président Tshisekedi qui fait qu'il estime qu'on... Mais ici encore, ce discours mérite d'être déconstruit. Il est vrai que des populations rwandophones vivent en RDC, souvent en raison des événements de 1994 et des déplacements successifs. Il est vrai que certaines communautés se sont senties discriminées. Cela ne justifie pas automatiquement l'idée flagrante selon laquelle le Rwanda se porterait garant de leur intégration ou qu'il faudrait intervenir militairement
pour protéger ses populations. Un État souverain ne peut pas, au nom du remplacement, tolérer la violation de ses frontières ou l'intervention d'un voisin. La vérité est que la crise est à la fois humanitaire et militaire. Mais l'humanitaire ne peut être décorrélé du politique et du stratégique. La conférence de Paris, avec ses 1,5 milliard d'euros d'aide, est un signal fort qu'un basculement est possible. Mais si l'aide ne s'accompagne pas d'une remise en cause des logiques d'impunité, de la prédation des ressources, de l'affaiblissement systémique de l'État congolais et des logiques d'influence externe, alors nous aurons un simple pansement sur une plaie ouverte. Le discours de Nduhungirehe tend à limiter la crise à un problème de réfugiés et de nationalité, à faire oublier que c'est avant tout la souveraineté congolaise, la sécurisation du territoire, le contrôle des ressources et la justice qui sont en jeu. L'Élysée, en appelant à l'ouverture de couloirs humanitaires vers Goma, joue sa carte diplomatique dans une région clé pour la France. Mais cette intervention ne saurait être neutre. Paris cherche à maintenir son rôle dans les Grands Lacs, à asseoir une image de grand géant humanitaire, tout en s'insérant dans des réseaux d'influence. Le silence sur cette dimension transforme la rhétorique en instrument de camouflage. Sur la question sécuritaire, l'accord de Washington prévoit un mécanisme conjoint de coordination sécurité RDC et Rwanda et la neutralisation des groupes armés. Pourtant, sur le terrain, la violence continue, les déplacements massifs de population se poursuivent, les bombardements s'intensifient. Le discours rwandais, par l'entremise de Nduhungirehe, tend à reporter la faute sur la RDC, disant que le gouvernement congolais ne négocie pas, oublie ou mobilise des mercenaires européens, des soldats burundais. Il y a le problème des mercenaires qui sont revenus, des mercenaires colombiens d'une entreprise qui s'appelle Blackwater, qui sont déjà sur le terrain en violation du droit international. Et il y a des soldats burundais, plus de 14 000 soldats burundais qui sont sur le terrain et qui aggravent la situation humanitaire puisqu'ils encerclent les communautés Banyamulenge, les empêchant d'aller se ravitailler sur les marchés. À vouloir réduire tout cela à une question de nationalité, on sort du cadre de la guerre pour reléguer les populations dans un rôle de pion. Cela est inacceptable pour l'Afrique qui veut la dignité de ses peuples. Le rôle de l'aide annoncée depuis Paris peut être un catalyseur positif. Acheminer l'aide à Goma, ouvrir des couloirs sécurisés, donner un socle de relief humanitaire, cela est indispensable. Mais l'aide seule ne change pas les dynamiques de guerre. Si le Rwanda ne cesse pas ses actions de soutien indirect ou direct au M23, si la RDC ne retrouve pas la pleine autorité de son territoire, si le commerce illégal des minerais continue impuni, alors l'aide devient un Cachemire, derrière lequel se poursuit l'affairisme régional. L'Afrique souveraine ne peut accepter d'être spectatrice d'un repositionnement régional rwandais ou d'un jeu international qui l'encadre sous couvert de humanitaire. En résumé, lorsque M. Nduhungirehe veut que les deux parties s'asseyent à la table, il fait mine d'oublier que l'une des parties est déjà solidement installée dans l'Est, qu'elle dispose de la force militaire, qu'elle contrôle des zones et qu'elle a les atouts diplomatiques pour imposer sa narration. Le M23 peut bien dire « Nous ne participerons pas à la réunion de Paris ». Mais ce que cela révèle, c'est que la conférence de Paris, comme tant d'autres initiatives, évite de cheminer vers un dialogue inclusif et complet.
Le fait que le M23 n'ait pas été invité, selon le ministre rwandais, ne fait que confirmer que la logique est bicéphale, entre un humanitaire orchestré et une sécurité laissée de côté.